Catherine Loubier, Raphaël Jacob, Michel Séauger, bonsoir. 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 Catherine, on change de chapeau. Oui. Panel américain. L'Ukraine, la Russie, les États-Unis, dans quelle mesure on a avancé cette semaine, c'est intéressant. Je vais vous faire entendre M. Trump qui a dit qu'il y a eu des bons, je traduis, là, il y a eu des bons appels avec la Russie. On écoute, vous allez me dire ce que ça veut dire. Had some very good calls today with Russia and with Ukraine. They've agreed for a ceasefire if we can get it with Russia, and it's not easy. Bon, c'est rendu difficile avec Moscou maintenant. Il y a 2 semaines, c'était Zelensky qui gâchait tout. Là, c'est Moscou. Catherine, est-ce que, encore une fois, le principe de la réalité ne vient pas de rejoindre M. Trump, que ses désirs ne sont pas la réalité, qu'il ne peut pas régler ça comme ça, un conflit de même? Absolument. Absolument. On est là. Et je pense pas que c'est impatient. Il n'y a pas 100 jours de fait encore. Mais vous savez, je pensais à ça tantôt. Ça me faisait penser aux poupées russes. On avait été au G8 en Russie en 2006. Vous étiez là, Patrice. Et j'avais acheté ces petites poupées-là. Et à chaque fois qu'on enlève une couche, il y a quelque chose de dissimulé. C'est un peu la même affaire avec le dossier de l'Ukraine et la Russie. Tu sais, on a commencé par avoir cet événement dans le bureau Oval avec M. Zelensky où, finalement, il nourrissait le MAGA, hein, le mouvement MAGA, en disant on ne veut plus cette aide internationale, cette guerre-là. Ensuite, il avait arrêté les armes, l'intelligence. Là, ça a été remis. Ensuite, il se faisait défenseur de la paix. Et puis après ça, M. Poutine a dit non, mais je ne peux pas faire une pause tout de suite dans la guerre parce que je suis désavantagé. Après ça, on a parlé de sanctions. On a vu M. Trump même parler de morceaux d'Ukraine dans une transaction. Alors, c'est vraiment des couches et des couches et des couches. Et finalement, à la fin, la guerre se poursuit. On n'en est pas à une trêve encore. Et le dossier avance très lentement, effectivement, comme vous le disiez, là. Raphaël Jacob, oui, les matrioshkas, c'est les petites poupées russes, c'est des matrioshkas. Raphaël Oui, Jacob... je l'ai ici, je voulais pas, mais je l'ai ici, là, la petite poupée russe. Mon Dieu, voilà. c'est pas une petite que vous Je avez. ne peux plus l'ouvrir parce que Non, c'est je peux plus l'ouvrir, ça fait trop longtemps. Raphaël, Trump mesure à quel point c'est un conflit dans l'optique de M. Poutine. L'Ukraine appartient à la Russie, fait partie de l'Empire, là, et que pour lui, ce n'est pas un vrai État. Alors, à partir de là, c'est un peu difficile. On ne part pas du même point de vue. Il s'aperçoit que c'est pas parce que lui veut quelque chose que ça arrive, là. Est-ce qu'il s'en aperçoit? Parce qu'il dit ça aujourd'hui ou hier, il disait le contraire. C'est-à-dire, je rephrasais, pardon, la poupée de Catherine m'a complètement déstabilisé. Aujourd'hui, il dit ça effectivement, mais hier, il disait le contraire. Encore au bureau Oval avec le secrétaire général de l'OTAN, il disait que c'était, selon lui, facile à régler. Et là, aujourd'hui, il dit, bien, essentiellement, c'est plus difficile que ce qu'on croyait. Catherine a été beaucoup plus polie que je vais l'être. C'est de la gouvernance du n'importe quoi présentement. On le voit avec les tarifs, on le voit avec ce dossier-là. On avance, on recule, on va à gauche, on va à droite, on monte en haut, on descend en bas. C'est sans queue ni tête. Et on semble vraiment peiner à Washington à réaliser et à comprendre la réalité des deux côtés telle qu'elle est perçue, ne serait-ce que sur la question du cessez-le-feu. On s'est parlé, vous et moi, Patrice, pas plus tard que mardi, alors qu'on avait annoncé cette semi-entente, cette sorte d'entente entre Ukrainiens et Américains. C'était présenté à droite et à gauche comme si c'était pratiquement là, la veille du cessez-le-feu. Je disais, attendons de voir parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. On ne sait pas ce qui a été promis ou non par les Américains aux Ukrainiens. Et donc, de la perspective ukrainienne, ce qu'on sait depuis maintenant des mois, c'est une évidence même, c'est qu'on ne va pas accepter de baisser les armes, ne serait-ce que temporairement, s'il n'y a pas une sorte d'assurance de sécurité, parce que ce qu'on se dit du côté ukrainien, c'est que la seconde où on dépose des armes, évidemment, on donne à la Russie une possibilité, s'il n'y a pas de garantie de sécurité, de réagresser après coup. Alors que du côté russe, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit exactement le contraire avec la même prémisse. C'est-à-dire, si on dépose les armes et qu'on laisse l'Ukraine avoir une garantie de sécurité, tout ce à quoi le cessez-le-feu va servir, ça va être de réorganiser les forces ukrainiennes, les réarmer et faire en sorte que les combats se poursuivent après coup. Donc, pourquoi céder de part et d'autre en faisant des cadeaux à autrui? On voit présentement, c'est beaucoup plus difficile que ce qui était escompté, là. Et Michel Séauger, le fond aussi du problème, c'est que dans l'esprit de Poutine, si l'Ukraine reste un pays indépendant, advenant un accord,
il veut que ça soit dirigé un peu comme la Biélorussie par un régime pro-russe. Là. Il ne veut pas de régime pro-européen. Il n'admet pas que l'Ukraine se soit tournée vers l'Europe avec les valeurs, avec un système politique démocratique. Il veut, c'était le mot qu'on utilisait dans le temps, un satellite. Il veut un pays qui prend ses ordres de Moscou, puis et pour qui c'est normal de prendre ses ordres de Moscou. Ça ne se passera pas comme ça, évidemment, mais c'est peut-être un peu le thème de tout le panel de cette semaine. Hein. Là, M. Trump est en face de la réalité. Il y a des choses qui ne se... Ça va se régler, ça se règle en une demi-heure, cette histoire-là, c'est déjà dit. Non, ça ne se règle pas dans une demi-heure. Puis il y a plein d'autres choses qui ne se règlent pas dans une demi-heure, y compris le 51e État canadien, puis plein d'autres affaires. Alors, M. Trump a fait une campagne électorale complète. Je viens de finir un des premiers livres qui a été écrit sur la campagne électorale américaine. Il a fait une campagne électorale complète en disant beaucoup de n'importe quoi. Ben là, il est président des États-Unis, puis quand il parle, ça compte, puis il ne peut plus dire n'importe quoi, et ça devient compliqué. Puis il y a plein de choses qui sont en train de devenir compliquées aux États-Unis. On va en parler un petit peu plus tard dans le panel. Parce que comme dans la publicité, si c'était facile, si ça existait, on l'aurait. Là. Si quelqu'un avait trouvé une façon de mettre fin très rapidement à ce conflit-là, OK, mon Dieu, reprenons-nous, là, ne soyons pas découragés. Marco Rubio, qui avait l'air penaud aujourd'hui. Il était à Charlevoix, il était invité par Mélanie Joly, réunion du G7, bel hôtel, il a mangé du canard, du vin canadien, québécois, etc. Et là, il se fait poser des questions, puis il ne peut pas renier son patron. On va écouter quand il parle du 51e État. Lui, il essaie de rationaliser ce que Trump dit depuis des mois. Là. On écoute. I'll tell you how that came about, okay? He's in a meeting with Trudeau, and Trudeau basically says that if the U.S. imposes tariffs on Canada, Canada couldn't survive as a nation state, at which point the president said, well, then you should become a state. And that's where this began. That said, the president has made an argument for why. He says he loves Canada. He says he made an argument for why Canada would be better off joining the United States from an economic perspective and the like. He's made that argument repeatedly, and I think it stands for itself. C'est fou, hein? C'est fou. C'est simple, c'est fou. Point final. It's crazy. His point is crazy. That's it. OK. Je commence avec vous, Raphaël Jacob. Marco Rubio, qui essaie de démonter, d'expliquer le langage et le discours sur le 51e État. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Non seulement à l'international, mais à l'interne. Et écoutez, il fait ce qu'il peut. C'est une position qui est, surtout, effectivement, qui est essentiellement intenable. Je vais faire quelque chose brièvement, Patrice, que je fais presque jamais, c'est-à-dire commenter... Non, au contraire, commenter la politique canadienne, mais d'une perspective canado-américaine. C'est-à-dire que dans les derniers jours, j'ai entendu deux politiciens, et je ne prends pas parti pris d'un côté ou de l'autre, mais je tiens à le mentionner. Deux politiciens, M. Blanchette au fédéral, M. Saint-Pierre-Plamondon au provincial, qui ont été les seuls, ou tout au moins ceux qui, de façon la plus claire, la plus limpide et la plus honnête, ont appelé un chat un chat. C'est-à-dire que pour toutes les niaiseries, les imbécilités qui peuvent sortir de la bouche de M. Trump, il y a des politiciens au Canada qui sont dans des positions de gouvernement et qui exploitent ces stupidités-là en leur donnant de la crédibilité parce que c'est payant électoralement. C'est pas parce que le président des États-Unis, aussi puissant puisse-t-il être, continue à répéter des bêtises que ça les rend plus crédibles. Ça reste des bêtises. Là, vous n'allez pas me remettre dans le débat canadien. Là, Catherine est là, on l'a eu tout à l'heure, le débat canadien. Je fais simplement vous dire. C'est une ligne de démarcation. Il y a des gens du côté conservateur et du côté bloquiste, évidemment, qui estiment que le gouvernement libéral exagère les menaces par opportunisme politique, effectivement. Mais là, c'est un... Oui. Non, mais attends, une seconde. C'est même pas une question conservateur, libéral, NPD. Peu importe qui est au pouvoir présentement, ça sert ces gouvernements-là. Regardez ce qui s'est passé en Ontario il y a à peine quelques jours. Oui. Dans la nouvelle, c'est un gouvernement conservateur qui a surfé de façon totale sur cette vague-là et qui l'a exploité de la première à la dernière minute. Très bien. Mais Michel, c'est sûr... Mais quand le président américain, quand il vient d'acheter une voiture Tesla sur la pelouse de la Maison-Blanche, dit cette frontière est artificielle, dit que le Groenland, d'une façon ou d'une autre, il ira le chercher, il en a besoin stratégiquement. Comment les politiciens, et peu importe
la couleur, là, comment les politiciens canadiens peuvent ne pas entendre ça et ne pas réagir à ça, Michel? Écoutez, d'une part, c'est le principe quand du sable tombe, quand est-ce que ça devient un tas de sable? Combien de fois il faut que le président dise ça? Combien de fois il faut que la porte-parole de la Maison-Blanche dise ça pour que ça devienne la politique officielle du gouvernement des États-Unis? On va arriver là à un moment donné, là. Mais la réponse canadienne, je pense que pour la première fois, moi, j'ai vu le premier ministre Carney aujourd'hui dire la seule bonne réponse possible. C'est complètement fou, ça se fera pas. Et quand vous voyez M. Rubio être mal à l'aise à répondre à des questions là-dessus, c'est précisément pour ça. Parce qu'il sait très bien que ça se fera pas. Quand on entend le nouvel ambassadeur américain au Canada devant le Congrès dire le Canada est un pays souverain puis ça se fera pas, voici les gens qui parlent en termes de réalité. M. Trump parle de ses fantasmes. Mais Catherine, puis je voulais pas faire ça, mais allons-y une seconde, là. Catherine, M. Harper prend ça très au sérieux. M. Poilievre aussi. Il doit, aux yeux des Canadiens, prendre ça au sérieux. Je dis pas que c'est sérieux, je dis qu'ils doivent le prendre au sérieux, Catherine. Bien, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hein? C'est complètement en dehors de ce qu'on a vu. Mais cela dit, je sais que vous voulez me parler du Canada, mais je vais vous amener sur Wall Street. C'est un bonhomme de Wall Street, c'est un homme d'affaires de Wall Street. Alors, quand il dit « je vais acheter votre compagnie pour 1 milliard » et qu'il y a 1,5 milliard dans ses poches, bien, il négocie dans le fond. Donc, il s'en va à l'extrême en disant « je vais vous annexer parce qu'on a un déficit commercial et vous seriez mort », comme le dit le premier ministre, racontait M. Rubio. Vous seriez mort si vous ne pouviez pas exporter ici tout ce que vous exportez. Il met ça à l'extrême pour qu'après, les concessions aient l'air d'être à peu près rien, alors que c'est les demandes traditionnelles. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est un négociateur. Et je ne suis pas de celles qui pensent que c'est réel et qu'on va être annexé par les États-Unis. Non, mais l'armée n'est pas à nos portes. Mais OK, mais continuons là-dessus, mais de manière sérieuse. De manière sérieuse. C'est toujours de manière sérieuse. Continuons là-dessus. Un ancien candidat conservateur, homme d'affaires canado-américain, O'Leary, Kevin O'Leary, est allé dire à CNN il y a 2 semaines, il a dit ce que vous venez de dire, là, Catherine. Vous savez, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est un négociateur. Mais ce qu'il a, et là, il ajoute, ce qu'il a en tête, par contre, c'est un vrai marché commun nord-américain. C'est peut-être même une devise nord-américaine. Qu'il pense que, c'est pour ça qu'il parle de la frontière, que non, le Canada va rester le Canada, mais qu'il a en tête, pas un modèle européen, mais presque. Raphaël, je vais vous entendre là-dessus, là. Modèle d'Union européenne. Michel rit, c'est déjà bon signe. Raphaël, rapidement, Michel, ensuite. Non, je ne ris pas, j'ai fait une grimace, c'est pas pareil. OK. Vous savez tout ce que j'ai en tête, Patrice, et qui n'aura jamais lieu? Non, mais parlez-moi du marché commun. Est-ce que c'est possible que lui, dans la tête de M. Trump, il se dise « je vais mettre de la pression », puis ils vont abandonner une partie de leur souveraineté, que ce soit monétaire ou ailleurs? Savez-vous quoi? Je vais simplement répondre à votre question avec une autre question. Présentez-moi, où y a-t-il un politicien dans une position de pouvoir présentement au Canada qui serait prêt de son côté à signer une telle entente? Si cette personne-là existe, pitié, présentez-moi-la. Je meurs d'envie de la rencontrer. Bien sûr que non. Michel Sauger. Mais Patrice, écoutez, s'il veut un marché commun, il y a un départ de marché commun, là, ça s'appelle l'entente Canada-États-Unis-Mexique. C'est quelqu'un qui est contre le libre-échange. Un marché commun comme celui de l'Europe, c'est basé sur le libre-échange. C'est quelqu'un qui pense que c'est pas une bonne chose. C'est quelqu'un aussi qui est pas dans l'air du temps. Là. Il y a peu de gens qui croient qu'on doit faire chacun pour soi dans son petit carré de sable en termes d'économie dans le monde. Mais c'est ce que M. Trump croit. Alors, s'il veut faire un marché commun, il se prend d'une très drôle de façon. Catherine. Non, puis il est plutôt isolationniste, là. Il n'est pas, le politicien qui va inviter les partenaires de commerce dans une union paisible. On n'est pas là du tout. Donc, puis le dollar, là, j'y crois pas du tout. Je sais que M. O'Leary a dit ça, mais je pense que c'est autre chose qu'il veut. Il veut des trade-offs, il veut que l'Amérique soit forte, il veut remettre la production en Amérique et il veut des choses qui, en ce moment, sont fabriquées au Canada, qui seraient fabriquées aux États-Unis. C'est la transaction qu'il veut. Et un point très rapidement, parce que ça va faire un lien, je crois, fondamental avec toute la question des tarifs. On parle de ce qu'il veut.
Oui, il veut des concessions. J'étais le premier à mentionner en ondes, lorsqu'il a été question d'abord et avant tout des tarifs, là, il y a plusieurs semaines, que oui, c'était une position de négociation, mais il peut y avoir plus que ça. Et on ne sait pas toujours ce qu'il veut parce que les raisons et la rhétorique changent continuellement. Je vous donne 3 exemples très brefs. On retourne à la campagne de 2023-2024, la campagne qu'on vient d'avoir eue, qu'il a gagnée. Il avait évoqué la lutte au déficit fiscal, pas au déficit commercial, au déficit fiscal, donc le budget américain pour justifier d'imposer des tarifs s'il était réélu en novembre dernier. Là, ce qu'on a dans les dernières semaines, c'est la question des contrôles frontaliers, la lutte au fentanyl, etc. Et qu'est-ce que vous avez vu, Patrice, cette semaine? Il y a 48 heures de cela, son homme de pointe en matière tarifaire sur les questions commerciales, Howard Lutnick, le secrétaire américain au commerce, lorsqu'on lui a posé la question à la télévision nationale américaine, pourquoi Donald Trump faisait tout ça au niveau des tarifs, quel était l'objectif ultime, la raison, et je la cite pratiquement mot pour mot, M. Lutnick, ça a été de dire que l'objectif ultime du président Trump, c'est de pouvoir arriver à une situation où il y a suffisamment de tarifs qu'on peut abolir entièrement l'impôt sur le revenu de tous les Américains et les Américaines qui gagnent moins de 150 000 par année. Ça, regardez les braquets d'imposition, puis vous n'avez pas besoin d'être un expert, c'est plus de 90 des ménages américains. Donc, si c'est vrai, on n'est pas simplement dans une position de négociation, c'est que les tarifs sont là pour être durables et prononcés, mais on ne sait pas si c'est ça la raison, parce qu'on dit n'importe quoi. Encore une fois, on est dans le n'importe quoi. Très bien. Il reste une minute. Les marchés ont quand même donné un sérieux coup de frein, là, rapidement, Catherine, cette semaine. Là. On a vu même son discours changer, là, M. Trump. Absolument. Il a été obligé de dire, tu sais, ça va faire mal à court terme, mais ça sera bien à long terme. Mais on sent aussi que le monde des affaires et son entourage là, se disent « Oh mon Dieu, on a peut-être fait une erreur sur notre perception de Trump 2.0, ça va trop loin. » On avait cru Lutnick quand il disait « C'est pas une guerre à propos du commerce, c'est une guerre à propos de la drogue » ou son secrétaire du Trésor. Même chose qu'il disait « Nous serons balancés et équitables ». C'est pas ça du tout. Les marchés ne mentent pas et les PDG se manifestent, gèlent des investissements. Alors là, il y a le retour. Là. Il y a le retour. Des gros bonnets. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent. Diamond, les gros bonnets parlent, commencent à dire c'est pas bon. Il y en aura d'autres qui vont parler. JP Morgan, Pfizer. Mais eux ont tous salivé pour des baisses d'impôts puis une déréglementation. Ils étaient très contents quand ils ont été élus. Puis ils disent oups, qu'est-ce qu'on a fait? Allez défaire votre matrioshka, Catherine, pour nous. Puis regardez ce qui se passe dans la société civile. M. Vance qui se fait huer au Kennedy Center. Les républicains qui ne peuvent plus aller dans des temps nord dans leur comté parce que ça va trop mal. Adieu, Catherine. Ça va pas très bien là-bas. C'est terminé. On va aller silence jusqu'à lundi pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Soirée.